Sur Eurosport pour le triathlon indoor à Bordeaux, première mondiale que vous allez pouvoir suivre, car pour la première fois ils vont essayer de réunir non seulement les plus grands athlètes au monde, mais surtout de les faire disputer une compétition à la fois de natation, de vélo et de course à pied, tout ça dans un même lieu restreint, fermé. C'est là le gage, 6500 mètres carrés qui vont permettre ici à Bordeaux de retrouver le gratin du gratin de cette compétition mondiale. On va y revenir dans quelques instants. Pour nous accompagner cette soirée, nous avons un invité prestigieux, puisqu'il s'agit d'Éric Plantin. Éric Plantin, si je vous dis simplement qu'il a fait 12e à Hawaï, c'est-à-dire l'un des Ironman les plus difficiles, vous savez déjà que c'est un spécialiste et il nous accompagnera donc ce soir pour nous donner son avis technique sur ces coureurs qu'il côtoie et qu'il connaît très bien. On va marquer une petite pause, on se retrouve tout de suite, bien entendu en direct à Bordeaux. Premier événement indoor, à voir un triathlon en indoor, c'est un peu une gageure. Vous avez une piscine olympique de 50 mètres dans laquelle il va falloir parcourir 800 mètres. Autour, la piste de vélo, piste cyclable de 250 mètres sur laquelle il faudra faire 10 km. Et ensuite, la course à pied où il faudra courir 10 km, c'est-à-dire sur un tour qui fait 200 mètres. Eh bien, il faut savoir que c'est la première fois que ce type de compétition est organisé ici en Europe ou au monde, et c'est un peu un test superbe puisque tous les plus grands spécialistes sont ici présents. Éric Plantin, je le disais tout à l'heure, vous avez terminé 12e à Hawaï, vous êtes sociétaire du club de l'US Créteil, plusieurs fois champion de France en longue distance, vous collaborez également avec TED Magazine, donc ça c'est quand même l'événement du triathlon aujourd'hui. Oui, tout à fait, on peut dire que c'est vraiment une grande première de pouvoir porter au public un triathlon dans une salle, alors qu'en règle générale c'est très difficile à suivre puisqu'on nage en plan d'eau, ensuite on a un parcours cycliste où on s'éloigne considérablement du parc à vélo, lieu où tout est concentré, et ensuite on parcourt 10 km de course à pied. Là, tout est réuni dans une seule salle et les spectateurs vont pouvoir vraiment se régaler tout au long de la soirée. Et vous en souvenez sans doute si vous suivez Eurosport régulièrement, et bien la dernière fois que nous avons montré du triathlon, c'était pour la superbissime épreuve de l'Ironman à Hawaï, avec des images absolument fantastiques. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas une caméra qui suit en permanence les coureurs, et bien en tant que spectateur, c'est particulièrement difficile de situer des sportifs qui sont très affûtés, puisqu'ils sont obligés pratiquement d'être spécialistes dans ces trois disciplines. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Éric Plantin qui du reste est actuellement en pleine préparation hivernale, je crois. Tout à fait, je suis en plein travail foncier, mais bon, ma spécialité, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est plutôt les longues distances, et par rapport aux gens qui sont là, je fais plutôt figure de diesel. Voilà, alors c'est là aussi l'une des petites caractéristiques du triathlon pour ceux qui ne sont pas encore très familiers avec ces disciplines. Il y a effectivement des sprints qui ont des distances relativement courtes. Il y a la discipline olympique qui est un peu le standard du triathlon. On y reviendra tout à l'heure car le triathlon est en train de frapper à la porte de l'olympisme. Je pense avec un certain succès, même s'ils ne seront pas à Atlanta, on peut d'ores et déjà avancer qu'ils seront très certainement présents pour les Jeux de l'an 2000. Ils sont plusieurs sports comme ça. Il y a le triathlon, le golf qui n'a pas trop de chance, il y a le ski nautique, il y a encore d'autres sports qui eux vont pouvoir être sur ces Jeux de l'an 2000 et le triathlon est en très bonne position. Vous voyez actuellement à l'écran les femmes en train de se préparer. Chez les femmes, il y a un très beau plateau. Chez les hommes, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, eh bien, il y a Lessing, Pig, McCarthy, Allen plus exactement, Métion, Bevan. Ils sont pratiquement tous là et c'est certainement la première fois que l'on peut faire une confrontation. Chez les femmes, le plateau n'est pas mal non plus. Oui. Il y a Melissa Mantak, Caroline Hubbard, Suzanne Nielsen, Ute Schaeffer l'allemande, Sophie Delmer pour la France. Sophie Delmer qui représente la plus sérieuse chance de réussite sur ce concours. Il y a aussi Lydie Rosé qui est une triathlète de l'équipe de France. Karen Gresset aussi à noter, qui est une ancienne très bonne nageuse puisqu'elle a terminé deuxième du championnat de France 50 mètres nage libre. Donc elle a des très sérieuses références. À l'écran, Lydie Rosé. On va du reste, dans quelques instants, je pense que Bordeaux va nous permettre de présenter une à une ces sportives. Voilà, c'est parti. C'est la championne du monde universitaire, Mick Swiss,
de la Belgique qui n'est pas encore très connu, mais il faut savoir que les organisateurs de Bordeaux ont essayé de rassembler tout ce qui se fait de mieux sur le plan du gratin, alors que là on voit l'Allemande Ute Schäfer en train de monter, qui est aussi l'une des jeunes Allemandes qui est en train de monter petit à petit dans la hiérarchie du classement mondial. Vous l'avez entendu, elle est championne du monde militaire. Il s'agit de Lydie Rosé, très bonne nageuse. Voilà, Karen Gresset donc, qui a été en finale des championnats de France nage libre et qui s'est reconverti depuis 2-3 ans au triathlon et avec ma foi un franc succès. La championne du Danemark 92, Suzanne Nielsen, qui n'est pas encore très connue dans la hiérarchie, mais qui elle aussi va petit à petit monter. Bien qu'elle est venue gagner plusieurs courses cette année en France, les triathlètes français la connaissent bien. Caroline Hubart, la Canadienne, 4e sur la Coupe du Monde l'an passé. L'une des grandes stars du triathlon maintenant. Melissa Mantak, l'américaine, qui est sans doute une des grandes favorites ici pour... qui a gagné la Coupe du Monde. Elle a gagné la Coupe du Monde cette année. Gagné Monaco, l'une également des dernières épreuves que nous ayons vues en France sur Eurosport. La meilleure chance française, Sophie Delmer. Sophie Delmer qui est une excellente cycliste, qui, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, qui a été entraînée cet an dernier par Daniel Morellon. Pour justement être au top sur cette épreuve. Alors que là, il y a une toute jeune fille, Sophie Tanidi, qui est du sport-études de Boulouris. Voilà, attention, c'est parti. Dans quelques instants pour la natation. Alors la natation, le bassin fait 50 mètres. Gros problème, il y a à peine 60 cm d'eau. Il y a donc 9 lignes d'eau et la distance à parcourir est de 400 mètres. 400 mètres. C'est pour ça que le plongeon d'ailleurs sera à peu près... Faux départ, je pense. Non, ça part normalement. Ce sont des filles alors qui ont décidé de prendre un peu de liberté quant à leur plongeon. J'avais annoncé 800 mètres tout d'abord, car c'était le programme initial, un programme qui a été retouché au fur et à mesure. Et finalement, la distance retenue par les organisateurs, eh bien, c'est de 400 mètres. Donc à surveiller au premier plan la première ligne d'eau avec Mix Suisse et vous remontez jusqu'à la ligne numéro 9. Voilà, et tout naturellement, Karen Gresset prend avec aisance, si je peux dire. Karen Gresset, c'est la ligne d'eau numéro 6 en partant du bas de votre écran, voilà, de manière à pouvoir suivre ces jeunes filles. Donc la ligne numéro 6, la numéro 5, c'est-à-dire la Suzanne Nielsen. Voilà, donc là maintenant, c'est donc parti pour 400 mètres. Voilà, de natation. Donc là, la stratégie, c'est quoi? C'est de ménager un petit peu ses forces ou au contraire d'appuyer? C'est-à-dire que dans cette nouvelle formule, l'intérêt c'est pour les nageurs de prendre un maximum d'avance de manière à être capable de mettre un tour, voire 2 tours à ses poursuivants sur le vélo, puisqu'ensuite le drafting est autorisé. Et le nageur qui arrivera à prendre un tour d'avance pour le vélo réussira à se placer dans la roue de son prédécesseur et de ce fait de pouvoir faire le vélo très tranquillement afin d'aborder dans de bonnes conditions la course à pied. Vous le verrez tout à l'heure, c'est un peu un langage de spécialiste, mais visuellement, on vient d'assister aux demi-finales. Vous comprendrez tout à fait de quoi il s'agit. Voilà actuellement les positions. Rose est en tête devant Nielsen. Gresset maintenant est en 3e position. Elle a une petite seconde de retard. Les écarts sont très minimes. Je vous rappelle que c'est quand même parti pour 400 mètres. Donc ce n'est pas complètement une course d'endurance, mais ce n'est plus un sprint. Voilà, on voit les nageuses qui font les virages à bascule. Ça, c'est l'avantage des triathlètes à la formation natation. Oui, tout à fait. Les nageurs sont très avantagés puisqu'ils peuvent, par une bonne culbute, un virage culbuté, prendre une demi-seconde d'avance sur quelqu'un qui a du mal à réaliser cette technique. Et Lydie Rosé, j'ai oublié de le rappeler tout à l'heure, membre de l'équipe de a France été de natation. Pendant 4 ans membre d'équipe de France de natation. Avant ça laisse des traces, hein, visiblement. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait le... Voilà, regardez le virage bascule, poum, en 2 secondes ça passe.
moins de temps qu'il faut pour le dire. Voilà. Et elle a actuellement une avance, pratiquement 4 secondes d'avance maintenant sur Suzanne Nielsen. Voilà. On peut s'apercevoir déjà des écarts très importants après 200 mètres de course qui sont réalisés par Lydie Rezé, Karine Gresset, etc. Il y a un autre aspect important lorsque l'on est en tête, c'est que le plan d'eau est relativement plus calme, car derrière, c'est le ressac. D'un peu de la même manière, lorsque vous vous promenez en bateau, eh bien, il y a des remous qui sont créés. C'est particulièrement gênant lorsque l'on nage, et surtout que lorsqu'on retrouve à la traîne et qu'on se mange tout le sillage des eaux concurrentes, en dépit des lignes d'eau qui protègent un petit peu. Mais ce n'est pas évident du tout, donc vaut mieux être en tête pour faire la course. C'est beaucoup plus calme, c'est ce qu'est en train de faire Lydie Rezé. Lydie Rezé qui a été la première française à se qualifier hier, car c'est en fait la deuxième journée, la première journée étant une journée franco-espagnole, où il y a eu le premier championnat de France et le premier championnat espagnol indoor, qui ont permis de faire un peu le tri parmi tous les favoris français, et qui ont donc le privilège de participer ce soir à ce triathlon. Lydie est entraînée par l'entraîneur national Patrick Dréano, donc de la Fédération française des triathlons. Elle a travaillé très dur pour retrouver son niveau de nageuse d'antan, et en fait on s'aperçoit qu'elle est au top dans cette discipline. Voilà, elle creuse encore l'écart. Sur le virage, elle a tourné en 3,55 aux 300 mètres, alors que Lydie Rezé était en 3,47. 8 secondes d'avance maintenant. Les organisateurs ont bien fait les choses, puisque vous parliez des remous tout à l'heure. Ils ont quand même installé des lignes d'eau qui sont brise-vagues, et ils ont bien pensé à tout, et il faut rendre hommage au vu de ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Les installations sont vraiment au top. Oui, c'est vrai que les sportifs, notamment les meilleurs triathlètes, sont venus avec une petite réserve ici, ne sachant pas trop de quoi il s'agissait. Et de la même manière qu'avec le funboard, eh bien, la première fois, il a vraiment fallu les mettre à l'eau. Et depuis, ils sont conquis. Et là, je crois que cette première va sans doute faire école un peu partout dans le monde, car c'est vraiment un très beau spectacle. Même si le propre du triathlon est d'être un petit peu plus long, et bien d'avoir un spectacle condensé ici, ça reste une superbe promotion pour ce sport. Voilà, Lydie Rezé qui se fait vraiment sa promenade tranquille. Voilà, qui termine en 5,03,96. Et là maintenant, la transition, c'est une période très très importante où il s'agit de se sécher, d'enfiler un cuissard et de monter le plus vite possible sur le vélo, de perdre le moins de temps possible. Elle a un écart de 12,89 sur Nielsen. Si on doit faire une comparaison avec les temps des messieurs des demi-finales, ces filles sortent à peine à 30 secondes des meilleurs nageurs de tout à l'heure, ce qui est absolument remarquable. On peut évaluer vraiment leur capacité. Et là, il y a une obligation à se sécher correctement, car on se retrouve après sur une piste en bois et il ne s'agit pas d'être mouillé. Vous le voyez, habituellement, les chaussures sont vissées déjà sur les cale-pieds. Et là, elles sont obligées de chausser avant de monter sur le vélo. Voilà, il s'agit de s'équiper maintenant très vite. Et c'est Suzanne Nielsen qui a l'air de partir la première. Voilà Suzanne Nielsen, et oui, Lydie Rezé part en deuxième position. Donc vous voyez que le retard en natation, eh bien, n'était que de 12 secondes. Eh bien, elle a déjà été absorbée au moment de la transition. Karine Gresset maintenant part à nouveau sur le vélo. Certaines règles ont dû être adaptées pour cette compétition indoor. On s'aperçoit que souvent les compétiteurs en triathlon pédalent en maillot de bain, ou voire en débardeur. Aux États-Unis, ils ont même le droit de pédaler sans débardeur, alors que là... On voit les écarts. Mantac est sorti avec 21 secondes de retard, Gresset 22 secondes. Et Hubbard, par exemple, a 43 secondes d'ores et déjà de retard. Maintenant, toute la stratégie va être de se placer en vélo de manière à prendre un tour, voire 2 tours à ses concurrentes. Vous parliez de Mélissa Mantac tout à l'heure. On se souvient à Monaco, elle avait terminé 28e au classement général, hommes compris. C'est dire qu'actuellement le niveau des femmes est en train de progresser très rapidement, et dans ce genre de discipline, elles sont pratiquement à l'égal de l'homme. Oui, mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'on se souvient d'une certaine année
où Paula Newby-Fraser avait terminé 11e au classement général de l'Ironman d'Hawaï. C'était en 88 et c'est quelque chose qui avait vraiment frappé toutes les mémoires. 40 tours, il y a 10 km de piste en bois, c'est la piste qui sert du reste aux 6 jours de Bordeaux. Et la première caractéristique particulièrement difficile à gérer, c'est que les coureurs courent avec leur vélo de triathlète, or que d'ordinaire, les cyclards ont leur vélo de course, c'est-à-dire enchaînement direct, il n'y a pas de vitesse. Ils sont effectivement en pignon fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de vitesse et que en fait les jambes entraînent la roue, mais aussi la roue entraîne les jambes, tout est lié. Le cycliste fait vraiment corps avec sa machine, alors que là les triathlètes ont la possibilité de changer de vitesse. Et là je vous coupe un petit instant parce que quand même Lily Rosé est passée en tête à nouveau devant Nielsen, donc elle a à nouveau compensé le léger retard qu'elle avait pu prendre lors de la transition. Et il y a un autre aspect qui est important, on le verra surtout chez les hommes, on a assisté lors des demi-finales à quelques chutes spectaculaires, c'est que ce que l'on appelle en fait la manivelle, ce qui descend du pédalier, est au standard de route et non pas au standard de piste, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu plus longues et par moment dans les virages, les pédaliers raclent par terre, ce qui a occasionné des chutes assez spectaculaires tout à l'heure. Entre autres celle de Philippe Métion, ce qui est vraiment dommage, c'était pratiquement la meilleure chance française et a priori il est tombé à cause de la longueur de sa manivelle qui a touché la piste. Les manivelles de pistard sont 1 cm en moyenne plus petites que les manivelles d'un cycliste de route. Grande cycliste là que l'on vient de voir à l'image, Sophie Dellemer, qui n'est pas entraînée par n'importe qui, Daniel Morellon. Daniel Morellon, oui, et Rodolphe Rotrin qui est un petit peu son coach en ce moment et qui a été champion de France de poursuite à l'américaine, c'est-à-dire avec 2 cyclistes sur 2 partenaires sur une même piste qui se lancent, et donc il est un véritable acrobate sur son vélo et qui lui a donné quelques bons trucs pour pouvoir être au top aujourd'hui sur la piste. Et du reste, Lydie Rosé ne s'y trompe pas, elle est dans sa roue. Voilà, Sophie à l'écran. Elle lui dit de passer. Oui. Joli geste. Sans doute pour la pousser un petit peu. Bonne entente là entre les Françaises, hein. Joli geste là. Elles ont tout intérêt puisque en fait en prenant des relais, elles avanceront toutes les deux beaucoup plus vite et elles auront la chance de rejoindre un groupe, voire de le dépasser. Et là pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner entre les deux. La tactique consiste à rester à l'intérieur de l'anneau le plus près possible de la ligne bleu ciel, et lorsque l'on veut placer une attaque pour se lancer, on monte dans un virage et là on profite de la redescente pour se lancer. Comme pour les pistes, et là Melissa Manta qui essaie de compenser un peu son écart, elle est quand même sortie avec 20 secondes de l'eau et là elle doit avoir pratiquement un tour de retard sur les autres filles. Là il n'y a pas du tout de peloton, tout est dégroupé et j'ai l'impression que Sophie Delmer est partie, on ne l'a pas vu à l'image, alors que là actuellement c'est Melissa Mantac, elle est en train de lâcher un petit peu. Lydie Rosé, voilà Delmer. C'est Sophie qui a pris l'avantage. Donc Melissa Mantac en 3e position, mais alors attention au niveau de la course à pied, elle risque d'être redoutable tout à l'heure. Là maintenant Sophie Delmer doit mettre le paquet, sociétaire du Racing Club de France à Paris, pour essayer justement d'avoir le maximum d'avance avant d'attaquer la course à pied. Ah oui, puisque c'est son point faible malheureusement, mais nul doute qu'elle risque d'augmenter cette avance. D'autant plus qu'elle est un petit peu casse-couille sur son vélo, elle n'a pas du tout peur de monter dans les virages et c'est un petit peu un des facteurs limitants pour les filles. Bien souvent elles ne sont pas du tout habituées à rouler dans des virages aussi relevés et peut-être elles ont peur de prendre des risques, alors que pour avoir pédalé avec Sophie, je la connais très bien, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur de monter et de se jeter dans le virage. Alors là il y a un petit regroupement, il faut faire attention car souvent lors de ces regroupements, certains qui n'ont pas trop l'habitude de la piste ont des réactions un petit peu bizarres. Et là je pense qu'elle va sans doute essayer de tenter une petite attaque en montant. Là tout le monde est pratiquement là, hein, les 9 coureurs, avec a priori un petit tour d'avance pour Sophie Delmer. Voilà.
Alors c'est un petit peu le dommage de ce principe, c'est à savoir, étant donné que la piste ne laisse vraiment pas la place de s'étaler, ben les cyclistes se regroupent en peloton et après ça ne bouge plus tellement. Hein, on a vu tout à l'heure que certains garçons essayaient de creuser le trou, mais quand on est dans un groupe, il est très difficile de s'en échapper et la course reste un petit peu figée. Et c'est le seul règlement, à mon avis, où le bas blesse un petit peu, c'est qu'il ne se passe plus grand chose après. Voilà, Sophie Delmer qui est derrière Ute Scheffer et Mickey Swiss pour la Belgique. Alors des styles, la championne du monde universitaire. Des styles très différents. On voit que certains tirent du braquet, d'autres sont beaucoup plus véloces. Sophie, pour l'instant, a un bon rythme de pédalade. Elle est derrière la Belge maintenant. Voilà, la Belge tourne beaucoup plus vite les jambes, c'est-à-dire que Sophie a peut-être fait le choix de ce qu'on appelle un braquet, c'est-à-dire la combinaison entre le plateau avant et les pignons arrière de 51-14, alors que la Belge, a priori, doit avoir 51-17. Hein, c'est des termes un petit peu techniques, mais les cyclistes les comprendront. Alors, Sophie est en train de se refaire une santé. Voilà, elle laisse passer la Belge. J'ai l'impression que Mickey Swiss justement a peut-être un peu trop attaqué. Il se dit laissons passer Sophie Delmer car la course n'est pas terminée. En effet, d'autant plus que c'est vraiment un avantage d'être dans la roue d'un concurrent, alors que lorsqu'on est devant, on prend tout le vent. Et pour l'instant, ça fonctionne bien entre les trois concurrentes. Ouais, il y a Ute Scheffer qui est régulièrement dans le coup. Elle a été 4e au championnat d'Europe il y a 2 ans maintenant. Sophie a vraiment un très très beau fil sur son vélo. Elle ne bouge pas une oreille comme on dit. Elle est vraiment très très bien posée sur sa machine. Il y a ses 2 bielles, les 2 jambes qui fonctionnent admirablement. C'est un modèle même pour pas mal de concurrents masculins. Et je crois que la Fédération française de cyclistes n'a pas, disons, l'aurait bien gardé, voilà, si on veut juste. Tout à fait, oui. L'aurait plutôt gardé pour des compétitions internationales, car je crois qu'elle a gagné le Tour du Limousin, elle s'est très bien comportée. Elle a dû se remporter un triathlon l'année dernière, c'était à Salvador. Oui, une épreuve de la Coupe du Monde devant toutes les meilleures. Et elle avait justement vraiment fait un vélo un super. Voilà, maintenant ça se joue toujours entre Hamenouk Swiss, c'est son vrai prénom, Hamenouk. Nick, c'est son diminutif. À noter que Sophie a terminé 16e l'année dernière au championnat du monde. Donc elle est parmi le top. Voilà, elles se font les relais, les 3 filles, avec quand même Ute Scheffer, l'allemande dedans, qui a beaucoup plus de retard car elle est sortie avec pratiquement 40 secondes de retard de l'eau. Donc elle a au minimum 2 tours, ou peut-être 1 dans le meilleur des cas si elle est parvenue à remonter un peu ses écarts. Voilà, nous sommes au 6000, l'écart entre la 1 et la 5, c'est-à-dire Sophie Tanidi et Suzanne Nielsen. Sophie Tanidi qui est sortie elle aussi très très tard de l'eau. Voilà, regardez, elles sont en train de prendre un tour. Oui, il y a une grosse différence entre Sophie Tanidi notamment et Suzanne Nielsen qui avait bien marché sur la natation. Et là, ce groupe de 3 filles, elles moulinent. A noter qu'il y a beaucoup d'ambiance ici à Bordeaux tout au long de ces 2 soirées. Pratiquement carton plein à chaque fois. Et ça encore, c'est un bon gage de réussite. On voit la différence de vitesse. Hein. Les filles, les 3 filles de tête là sont à peu près lancées à 42 km/h à vue de nez comme ça, entre 40 et 42 km/h. Ce qui leur fait une moyenne tout à fait honorable. Et c'est un peu dommage que, tant mieux pour Bordeaux, mais logiquement l'épreuve aurait dû avoir lieu à Bercy et compte tenu des problèmes techniques d'enclencher à la fois une piste cyclable, une piste d'athlétisme et une piscine, eh bien ils ont préféré donc utiliser déjà une piste existante, à savoir celle de la piste de Bordeaux. Et c'est de toute manière le savoir-faire du POPB qui est en œuvre aujourd'hui, du Palais Omnisports de Bercy, puisqu'ils en sont co-organisateurs au sein de la CIPAS. Initialement d'ailleurs le projet devait se réaliser à Bercy. Voilà, ça tourne.
Sophie qui doit retrouver des sensations à l'entraînement, puisque bon, je l'ai vu quand elle s'est entraînée avec Daniel Morellon, qui, on le rappellera jamais assez, a été plusieurs fois champion du monde, champion olympique, et elle s'est entraînée beaucoup derrière Dernis, c'est-à-dire Morellon était sur une moto et Sophie faisait beaucoup de séances de train comme ça. Et pendant ce temps-là, Morellon lui prodiguait des conseils de manière à savoir comment elle devait se placer. Et là, elle est en train exactement de réaliser cette phase d'entraînement. Voilà, on a vu très brièvement à l'écran les écarts entre les 4 premières. Il faut savoir que la 5e est plus du tout dans le coup, à savoir Suzanne Nielsen. Et qu'actuellement, ça se joue entre ce trio de tête. Schaeffer, qui n'a pas tant de retard que ça actuellement, puisque là, on peut dire que la course se joue entre ces 3 filles. Delmer, Schaeffer et Suisse. Il va falloir maintenant voir les écarts sur la course à pied. Alors, qui peut faire la différence parmi ces 3 filles au niveau de la course à pied après? Alors, tout dépendra un petit peu de l'état de fraîcheur. De l'état de fraîcheur, tout à fait. Car là, il faut savoir que bon, il y a différentes catégories de triathlon. Il y a des épreuves sprint, il y a des épreuves de moyenne distance et des épreuves de très longue distance. Et là, on est à peine sur une épreuve de sprint. On est carrément sur une demi-épreuve de sprint, puisque l'épreuve de sprint, c'est 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. Et là, les distances sont quasiment divisées par 2. Donc, les données sont complètement changées. Et on peut peut-être rappeler les distances olympiques. Les distances sous laquelle le triathlon doit rentrer au jeu sont de 1500 mètres de natation, donc 1500 mètres nage libre, 40 km à vélo, ce qui correspond à un contre-la-montre pour une épreuve cycliste normale, et 10 km de course à pied. Voilà, alors que là c'est en train de chauffer pratiquement sur les derniers tours. J'ai l'impression que Sophie Delmer est en train d'essayer de raccrocher Mickey Suisse. Elle est en train de partir et elle reste collée à sa roue, il n'y a pas de problème. Ça serait vraiment le meilleur moment pour Sophie pour placer une attaque, parce que effectivement la course à pied c'est quand même un petit peu son point faible, et il faudrait impérativement qu'elle prenne de l'avance de manière à s'élancer en tête. Ça serait bon pour le moral, et ça serait bon pour le chrono d'avoir une poignée de secondes jusqu'à la ligne d'arrivée, pourquoi pas l'emporter. Mais attention, derrière, n'oublions pas Melissa Mantak, l'américaine, car même si elle se fait un peu distancer au vélo, très forte à pied. Il va falloir, elle va mouliner sur la piste à pied tout à l'heure, et on l'a vu lors des demi-finales que bien que les écarts puissent être assez importants en vélo, en course à pied ça peut se réduire très très vite. Ce qui me fait tout